Moi, je pense qu'on peut faire plus vite, plus fort, plus loin. Et donc, qu'on peut accélérer cette transition. Et on peut le faire si on donne plus de pouvoir aux acteurs locaux et si on change sans doute un peu nos méthodes. C'est très clair que le modèle du tout argent est terminé. C'était à Gréoux-les-Bains au cours du grand débat dans les Alpes de Haute-Provence la semaine dernière. Alors, réelle volonté du président de la République de remettre la gomme sur l'écologie ou opportunisme en vue des élections européennes, l'avenir le dira. Le passé récent, en tout cas, nous rappelle que la crise des Gilets jaunes a démarré sur le refus d'une hausse annoncée d'une taxe environnementale sur les carburants et le présent que la fin de cette première phase de la consultation coïncide avec le dépôt par 4 ONG d'un recours contre l'État pour inaction climatique et avec une grève internationale pour le climat lancée par la jeunesse. Pour en parler dans Dimanche en politique, nous recevons Nicolas Bonnet. Vous êtes donc adjoint au maire de Clermont-Ferrand et élu métropolitain du groupe Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Bonjour. Et puis Coralie Giraudet, vous êtes militante du collectif 63 du groupe écologiste Alternatiba. Bonjour. Bonjour. Et puis Aurélie Albert est avec nous pour nous éclairer sur le sujet. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord sur cette volonté affichée, on vient de l'entendre, d'aller plus vite, plus loin par le président de la République, qu'est-ce que vous en pensez? Effet d'annonce? Effet d'annonce. En tout cas, sur le fond, clairement, je serais d'accord avec lui. Par contre, je pense qu'on n'aura pas la même méthode et on ne mettra pas la même chose derrière. Et on va attendre, on ne peut pas lui faire un procès d'intention avant. Attendons de voir, suite au grand débat, ce qu'il va proposer. Mais j'avoue que je suis un petit peu circonspect sur le fait qu'il va vraiment changer en gros ce qu'il avait prévu de faire avant et tout d'un coup ça va changer suite à ce grand débat qu'il a organisé. Donc Europe Écologie Les Verts toujours dans la méfiance depuis le début en tout cas. Depuis le début du grand débat, oui. Le groupe Alternatiba sur ses propos? Oui, on a forcément peur que ce soit un effet d'annonce. Ce ne serait pas la première fois qu'il dit « Make our planet great again » et ce genre de chose très symbolique qui peut dire qu'il n'y a pas forcément suivi d'action derrière. Donc on verra ce qu'il en sort, mais effectivement, on n'attend pas grand-chose pour l'instant. Alors parlons d'Alternativa, donc ce groupe qui est un groupe d'origine, je dirais, basque, né au Pays Basque. Son but est de montrer les solutions alternatives pour sauvegarder la planète. Alors regardez, on se souvient notamment des cortèges à vélo, 5800 km parcourus en 2018 pour promouvoir les alternativas, c'est-à-dire des villages, des alternatives individuelles, collectives, territoriales, qui donc incitent à changer pour sauvegarder la planète, donc changement climatique, et puis bien sûr à mettre fin à cette crise énergétique en informant à travers ces villages, vous le voyez, en informant bien sûr et en menant des actions citoyennes. Alors pourquoi toute une nouvelle génération se retrouve justement dans ce type de mouvement écologiste, plus que dans les partis traditionnels, type Europe Écologie Les Verts? Je pense que la nouvelle génération, non seulement elle ressent d'autant plus ce besoin d'urgence, l'urgence climatique qui est là, il faut agir maintenant. Et peut-être que l'avantage en fait des collectifs comme Alternatiba, c'est que c'est des collectifs qui sont apartisans, donc qui prennent pas parti pour un candidat ou un autre, qui laissent un peu plus de liberté à la vie citoyen et aux idées qui peuvent émerger d'un groupe collectif et de façon horizontale. Alors justement, oui, moi je reviens sur cette question avec notamment le hashtag #TrashTag Challenge, le défi qui a été mis en place. Nicolas Bonnet, est-ce que c'est pas à travers ces mouvements, ces petites choses, à travers les jeunes qui va changer les choses, justement, qui va dénoncer les scandales climatiques aujourd'hui? Ça va y contribuer. En gros, depuis très longtemps, les écologistes dénoncent tous les scandales qui sont liés aux problèmes environnementaux, climatiques ou autres. Après, aujourd'hui, ça se multiplie, il y a de plus en plus, ça foisonne, notamment grâce aussi au développement des réseaux sociaux qui permet à de plus en plus de personnes de s'exprimer. Donc évidemment, c'est très bien que des jeunes se mobilisent sur ces sujets. C'est vrai qu'il y a un éloignement des partis politiques, y compris Europe Écologie Les Verts, mais je pense que c'est général à tous les partis politiques parce qu'il y a aujourd'hui on a moins confiance aujourd'hui dans la politique. Sauf que je trouve ça dommage, c'est qu'on amalgame un petit peu des partis qui ont été longtemps au pouvoir et des partis comme les Verts qui prônent ces idées depuis très longtemps et qui ont toujours fait que participer à la surface du pouvoir, parce que quand on a un ministre, vous comprenez bien, par exemple sur un gouvernement composé d'une vingtaine de ministres, on ne peut pas vraiment changer les choses. Un ancien Europe Écologie Les Verts, on y reviendra. Alors les jeunes aussi sont
les grands absents de ce grand débat. En tout cas, on l'a remarqué dans les réunions. Pourtant, si on se réfère aux différentes marches lycéennes et étudiantes pour exiger des mesures concrètes, donc pour freiner le dérèglement climatique, les jeunes se sentent concernés. Alors, on pense bien sûr, inspiré par l'action de Greta Thunberg, cette lycéenne suédoise qui a commencé des grèves devant le Parlement, donc pour interpeller sur l'urgence climatique. Alors, Nicolas Bonnet, est-ce qu'il n'y a pas là, dans ses propos, dans ses actions, une sorte de radicalité dans l'action des jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez de cette radicalité? C'est-à-dire qu'on responsabilise les aînés, c'est de la faute de ceux qui étaient là avant. Il y a aussi ces marches, il y a l'ultimatum lancé par les jeunes aux dirigeants du monde pour qu'ils appliquent les modalités mises en place par le GIEC, le groupe international. Et puis, il y a aussi les ONG maintenant qui attaquent l'État en justice. Qu'est-ce que vous pensez de cette radicalité dans l'action? Je pense qu'elle est plus que nécessaire aujourd'hui, parce qu'il y a une urgence de toute façon climatique qu'on dénonce depuis de nombreuses années, mais qui se fait de plus en plus oppressante, parce qu'on commence à en sentir les effets. Et le problème, c'est que même si aujourd'hui on change, on ne peut plus éviter une certaine part de réchauffement climatique, parce qu'il y a un effet d'entraînement qui fait que de toute façon, on subit déjà les conséquences, et on va les subir de tous les choix qui ont été faits au cours depuis la révolution industrielle, globalement, mais en tout cas, notamment au cours des 50 dernières années, avec une explosion des dépenses énergétiques, donc des émissions de gaz à effet de serre, parce que l'énergie était principalement tirée des produits pétroliers et du gaz et des produits fossiles. Et donc c'est normal, c'est plus que normal que la jeunesse aujourd'hui, qui subit effectivement les conséquences des choix des générations d'avant, le dénonce fortement en demandant il faut arrêter, il faut agir, il faut changer. En tout cas, Corélie Giraudet, vous y croyez à cette action? Est-ce que cela reviendrait à demander à un juge finalement d'imposer à l'État une politique? En tout cas, le président ne pense pas qu'il y aura un débouché judiciaire sur cette action des ONG, le recours contre l'État. Je ne sais pas si au niveau juridique on va réussir à aboutir à quelque chose, mais déjà on a abouti à quelque chose dans le sens où la pétition L'affaire du siècle qui attaquait l'État en justice a été signée par 2 millions de Français. C'est la pétition la plus signée de l'histoire de France. Donc il y a un moment, on ne peut plus ignorer la mobilisation et la demande des citoyens sur ces sujets-là. Alors justement, parlons de ce grand débat et de ce qui est sorti sur les propositions concernant la transition écologique. Cette première phase est achevée. Aurélie, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors pendant plusieurs semaines, l'écologie a fait figure de grande oubliée de ce grand débat national. Pourtant, n'oublions pas que c'est bien la taxe sur les carburants qui a été le déclencheur de cette colère massive, de l'amour, du désamour. Le cœur des Français balance. Pas tant que ça, comme le révèlent nos confrères du Parisien, avec ce chiffre. D'abord, 26%, c'est l'importance accordée dans les propositions analysées à la transition écologique et ses enjeux. Il représente le second sujet de préoccupation, avec un accent mis sur l'accès aux transports en commun et sur la gestion des déchets. 90% des participants affirment pouvoir contribuer à protéger l'environnement. Le 11 mars, les premiers résultats des contributions ont été présentés lors d'une conférence nationale thématique dédiée à la transition écologique. 65 idées principales en sont sorties, notamment sur la fiscalité écologique et le financement de la transition. Ces idées mettent en lumière une insuffisance des financements et une incompréhension de la fiscalité, une nécessité de diriger la fiscalité vers les politiques environnementale et les collectivités, la pénalisation des investissements des banques dans les énergies fossiles, l'accompagnement des ménages en difficulté. Une autre préoccupation ressort de ces contributions, celle des mobilités alternatives, comme je vous l'ai dit. Tous s'accordent à dire qu'il faut baisser la TVA pour les transports publics, il faut un retour à l'écotaxe pour financer les infrastructures de transport. Mais une question reste encore un peu épineuse, l'arrêt des véhicules à moteur thermique d'ici 2030 ou 2040. Alors, finalement, Nicolas Bonnet, au lancement de ce grand débat, la question de la transition écologique était pourtant en mauvaise position, et vous étiez méfiant, comme on le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes convaincu par cette dernière synthèse, en fait ? Ah, mais sur les intentions que vous venez de lister, oui, je suis convaincu. Après, ce qui reste à voir, c'est comment on les met en place. De toute façon, des discours sur l'importance des enjeux, sur ce qu'il faut faire, il y en a longtemps eu. Après, c'est les actes derrière et les moyens. Quelles sont les priorités, selon vous? Les propositions, il y en a beaucoup, mais sur quoi il faut agir en priorité? Il y a deux choses qui vont forcément de pair aujourd'hui. C'est la justice sociale et ensuite l'engagement en faveur de la transition écologique et énergétique. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes, pour moi. La révolte qu'il y a eu vis-à-vis d'une augmentation de la taxe sur les carburants, elle est liée surtout au fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens, qui sont contraints pour leur déplacement et qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de payer cette taxe qui a augmenté.
Alors selon quelle modalité? Donc augmenter la fiscalité écologique, mais avec des compensations lesquelles? Une répartition des richesses, après il y a plein de façons de le faire. Nous, c'est vrai qu'à la présidentielle et depuis même longtemps avant, on parlait par exemple d'un revenu universel qui permet de mieux redistribuer les richesses. Ça peut se faire aussi par des chèques énergie. Il y a plein de solutions de redistribuer. Encore faut-il la volonté de le faire. Alors après, on va laisser le gouvernement proposer quelque chose dans ce sens-là. On verra bien s'il le propose. Moi, je ne suis pas convaincu parce que c'était vraiment pas quelque chose qui était dans les propositions d'Emmanuel Macron, redistribuer les richesses quand il a fait sa campagne. Mais en tout cas, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et ce qui a causé la révolte des Gilets jaunes, pour moi, c'est le fait de faire l'un sans l'autre. Et on voit bien que dans les demandes du grand débat, il y a une demande aussi bien de plus de justice sociale que de mesures, en tout cas, pour lutter contre le réchauffement climatique et les problèmes environnementaux. Coralie Giraudet? Oui, je suis complètement d'accord. Et en plus de ça, il y a aussi la question de la justesse de cette taxe carbone, puisque là, ce qu'on proposait, c'était de taxer les particuliers qui prenaient leur voiture pour aller au travail, et par contre, de ne toujours pas taxer le carburant pour les transports aériens ou pour les multinationales. On ne peut pas demander une taxe carbone qui est uniquement réservée aux particuliers. Donc une taxe carbone sans exception, c'est-à-dire sans qu'il y ait de niche. Tout le monde la paye, y compris bien sûr les gros pollueurs. Ça pourrait être une solution combinée avec une mise en place d'une certaine justice sociale. Alors, aujourd'hui, les transports en commun, les transports de marchandises sont déjà exonérés. Ils payent déjà moins de taxes que les particuliers. Et au lieu effectivement de mettre au même niveau, voire d'augmenter, parce que sur les transports de marchandises, il y a des alternatives qui sont sous-développées, comme le fret. Et ben, on augmente uniquement les particuliers qui n'ont pas d'autre solution. Donc c'est vrai que c'est pas juste. Alors pour peser justement sur le grand débat, 19 organisations, syndicats, ONG, associations ont avancé 66 propositions pour que le pouvoir de vivre, ce qu'on appelle le pacte écologique et social Hulot-Berger, eh bien, donc, soit pris en compte. Alors par exemple, il y avait effectivement le souhait de la taxe carbone, qu'elle soit relancée. Le gouvernement et la majorité sont réticents sur toute augmentation. Vous êtes pour, à Europe Écologie, d'augmenter cette fiscalité écologique, cette taxe carbone? Oui, bien sûr, mais encore une fois, je vous le dis, c'est à la seule condition qu'on répartisse les richesses. On ne peut pas constamment demander aux plus pauvres, aux moins favorisés, de payer plus, alors qu'en fait, ceux qui polluent le plus, ce sont souvent les plus riches, et ceux qui pâtissent le plus des problèmes environnementaux, ce sont souvent les plus pauvres aussi. Alors sur le rattrapage de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence maintenant, est-ce que ça reste un objectif? Parce que là aussi ça va peser lourd sur le budget des ménages. Quelles que soient les conséquences économiques, on pense à ce débat sur la suppression d'emplois dans l'industrie du diesel. Vous savez, le problème c'est que dans la société, chaque fois qu'elle évolue dans ses technologies, dans ses façons de fonctionner, il y a toujours des activités qui s'arrêtent et de nouvelles qui commencent. Donc si on part du principe qu'il ne faut pas toucher au diesel parce qu'il va y avoir des chamboulements, donc peut-être des pertes d'emplois, mais sans doute aussi des créations dans autre chose, parce qu'on fera autre chose à la place. Si on part de ce point de vue, la société ne changera pas. On ne fait aucun changement dans la société, parce que, je prends toujours un exemple un peu bébête, mais à une époque, moi j'ai connu le Minitel. Je pense que quand on a arrêté de faire des Minitel en France et qu'on s'est mis à avoir d'autres technologies pour Internet qui sont d'ailleurs souvent maintenant produites en Chine, ça a fait des changements. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut revenir là-dessus? Est-ce que pour autant, Coralie, on est sûr, vous êtes convaincu, vous, que l'électrique, c'est vraiment la voiture propre et que le diesel, il y a débat là-dessus aussi, est plus polluant? Est-ce que c'est la bonne méthode d'encourager le diesel? Pour venir sur la question de la mobilité en général, la voiture électrique et tout ça, je pense que ça ne suffit pas de changer simplement la façon dont on produit, dont on utilise les voitures. D'ailleurs, une des phrases qu'on utilise à Alternatiba, c'est « changeons le système et pas le climat ». Et changer le système, ça ne veut pas juste dire construire des voitures électriques à la place des voitures à essence, c'est aussi utiliser moins la voiture. Donc ça veut dire mettre plus de systèmes de transport en commun, de covoiturage, habiter plus près aussi de son travail. C'est vraiment changer notre façon de vivre, c'est changer le système et pas juste changer les voitures. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on donne un peu l'impression qu'on va continuer à vivre exactement comme avant. On va juste remplacer des voitures thermiques, essence ou diesel, par des voitures électriques. Alors qu'en fait, non, la planète a des ressources limitées. Pour produire les batteries, pour produire toute l'énergie nécessaire, si on devait remplacer tout le parc par des voitures électriques ou hydrogène, parce que de toute façon, c'est aussi l'électricité, l'hydrogène, on n'y arriverait pas. C'est pas possible. La planète, elle explose aujourd'hui. On consomme trop ses ressources. Il faut forcément revoir nos modes de vie, comme disait Madame Giraudet, et diminuer, revoir notre façon de fonctionner. Donc diminuer la quantité de véhicules. Alors Alternatiba est aux côtés des Gilets jaunes depuis quelques manifestations déjà pour dénoncer, je cite, l'inaction du gouvernement en matière de climat et d'urgence sociale. Le gouvernement a pourtant déjà pris un certain nombre de mesures
contrairement à ce que l'on pourrait penser, il y a quand même un peu d'action dans l'action gouvernementale vis-à-vis de l'écologie, suite à la crise des Gilets jaunes, et fixer le cap de sa politique pour annoncer, bien sûr, ce changement de système. Alors faisons le point sur les mesures déjà en cours et puis le cap à venir. Alors, je vais commencer par une phrase. Quand est-ce que vous allez réagir à ce jeune Emmanuel Macron a promis d'aller plus fort et plus vite lors d'une réunion du grand débat national, comme on l'a vu tout à l'heure. Et pourtant, quelques jours plus tard, le projet de loi énergie et climat qui devait être examiné en Conseil des ministres est reporté. En plus, la centrale à charbon de Cordemais en Loire-Atlantique pourrait continuer à fonctionner après 2022. Les fermetures de centrales sont renvoyées à des jours lointains. Et pourtant, le gouvernement continue de mettre en avant diverses mesures, comme la prime à la conversion pour faciliter le passage à un véhicule plus propre et moins coûteux, les nouvelles solutions de mobilité, le chèque énergie, les certificats d'économie d'énergie pour isoler les habitations. Son objectif, parvenir à zéro émission nette en 2050 et réduire la moitié de la part du nucléaire dans la production d'électricité à échéance 2035, sans oublier bien sûr le volet européen. À 3 mois des élections, Emmanuel Macron a également proposé une banque européenne du climat pour financer la transition écologique. Alors Coralie Giraudet, donc, est-ce que vous êtes convaincue par ces mesures énoncées par le champion de la planète, comme on le surnomme par l'ONU? Est-ce que vous êtes convaincue par ces mesures finalement? Je serai convaincue quand je les verrai déjà, parce que ce ne serait pas la première fois qu'il y a des choses qui sont annoncées. Par exemple, l'abandon du glyphosate qui a été encore repoussé. 2021. Voilà, donc entre l'annonce et l'action, il y a un écart. Et effectivement, le gouvernement n'a pas rien fait, et la succession de gouvernement n'a pas rien fait face au dérèglement climatique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus à devoir se satisfaire des petits pas, ce n'est plus possible. Il y a une urgence climatique, et ce qu'il faudrait, ce n'est plus un ministre de l'écologie, c'est une présidence de l'écologie. Il faut que ce soit notre priorité numéro 1. En plus, on l'a vu que c'était extrêmement lié aux problématiques de la justice sociale. Donc il faut arrêter de voir ça comme un sujet de côté, qu'on amène de temps en temps pour satisfaire. Il faudrait que ce soit une priorité. Sinon, en 2050, que vont dire on sera là, nous, qu'est-ce qu'on va dire quand on aura le climat ici qu'il y a à Madrid actuellement, quand il y aura des vagues migratoires qui arriveront de partout, des catastrophes naturelles, qu'est-ce qu'on va dire et que vont dire nos enfants? Nicolas Bonnet, sur Oui, ces mesures, bah, elles vont dans le bon sens. elles vont dans le bon sens, mais effectivement, je pense qu'en termes d'ambition, elles ne sont pas à la hauteur. Quand on parle des petits pas, pourquoi Nicolas Hulot a quitté le gouvernement? C'est parce qu'il estimait qu'effectivement, c'était pas assez ambitieux. C'était des petits pas, alors qu'aujourd'hui, il faut faire des grands pas, on n'a plus le temps d'attendre. Et c'est pas inintéressant, mais je pense que ça ne va pas assez loin, clairement. Quand vous dites ça, vous pensez à quoi concrètement, faire les grands pas, c'est-à-dire? C'est-à-dire donner vraiment une impulsion, par exemple, sur d'autres formes de mobilité, ou sur l'isolation des logements, qui est aussi un autre gros pôle. Les dépenses énergétiques liées au logement, c'est des très grosses parts des émissions de gaz à effet de serre. Des propositions, il y a des mesures en préparation aussi sur ce sujet. Des mesures en préparation, tant qu'on ne les connaît pas, moi je ne peux pas en juger. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'est pas à la hauteur des ambitions. Alors, sur le sujet, justement, de l'urgence climatique, il y a plusieurs niveaux d'échelle, et notamment le vôtre, à l'échelle, je dirais, départementale. Alors, aujourd'hui, sur des actions concrètes, par exemple, comment une collectivité comme celle de Clermont-Ferrand peut relever le défi environnemental? Sur le diesel, prenons l'exemple, est-ce que la ville serait prête aujourd'hui à interdire la circulation des diesels en cas de pic de pollution dans le centre-ville, comme c'est fait ailleurs, par exemple, à Londres? Alors, en cas de pic de pollution, ça dépend un petit peu du degré de pollution, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Est-ce que vous le souhaitez? C'est compliqué. Moi, je pense qu'il faut... le problème, c'est que quand on fait ça, quand on cible les diesels, on s'attaque à une partie de la population qui a des véhicules diesel, qui n'a peut-être pas pu changer son véhicule. Je pense que globalement, quand il y a un pic de pollution, il faut limiter toute la circulation au maximum et faire en sorte que tout le monde se reporte sur les transports en commun. Mais cibler certains véhicules en particulier, ça me paraît potentiellement un peu discriminant. Et si on réduit toute la flotte de véhicules qui circulent, de toute façon, on fera diminuer la pollution aussi. Alors Coralie, sur ce sujet, des alternatives qui sont encouragées, lesquelles? C'est compliqué, c'est tellement large comme question, mais on a clairement un pouvoir, en tout cas au niveau de la métropole et même de la ville. Cette année, il y a un plan climat qui a été mis en place par la métropole avec une suite d'actions qui seraient extrêmement bénéfiques. Enfin, on espère les voir se réaliser. En tout cas, Alternativa est très impliquée là-dedans, dans la communication avec la métropole et le suivi de ces actions. Le développement des pistes cyclables, par exemple? Par exemple, oui.
Par exemple, le fait d'éteindre, on demande, les jeunes qui manifestent demandent par exemple d'éteindre l'éclairage publicitaire la nuit. Ce sont des choses qui sont possibles à réaliser au niveau départemental. Départementale, Oui. communale. C'est Communale. les communes qui décident de ça. Complètement, au niveau de la ville ou de la métropole, on peut décider Pourquoi ça. ce n'est pas fait? Pour l'instant, comment dire, je ne suis pas le maire. Et pour l'instant, je Mais ne vous crois pas êtes qu'il y ait eu cette volonté forte de Vous le êtes faire. un adjoint de la ville. Mais je vais, oui, moi. Donc enfin, vous estimez que la ville n'a peut-être pas cette volonté aujourd'hui politique d'aller quand même plus loin, plus vite, plus fort? Moi, je vais tâcher de convaincre le maire sur le sujet de l'éclairage nocturne, en tout cas, pour le réduire fortement. Après, c'est pas, il y a plein de sujets où on va loin. On a déjà décidé d'aller loin. Ce sujet en particulier que vous prenez comme exemple, je pense on peut encore améliorer nos ambitions. Les pistes cyclables. Non, l'éclairage nocturne. L'éclairage Les nocturne. pistes cyclables, on a lancé un grand schéma cyclable sur 10 ans, parce que c'est vrai que Clermont-Ferrand avait pris beaucoup de retard. Et donc, j'ai bon espoir quand même qu'on rattrape une partie du retard pris en On avait ciblant... évoqué aussi les transports avec les bus au gaz. Oui, mais alors les bus au gaz, c'est Énergie quelque chose propre. qui a déjà été commencé depuis de nombreuses années. Il y a entre un tiers et la moitié le des bus développer. qui circulent actuellement déjà au gaz sur la métropole, ce qui contribue grandement à réduire la pollution de l'air. Et on va continuer à développer d'autres formes d'énergie pour réduire la pollution de l'air liée au transport en commun. Alors, dans les alternatives proposées donc, par votre mouvement écologique, vous cherchez à les promouvoir. Par exemple, en matière d'énergie, on en parlait tout à l'heure, il y a les fameuses coopératives, ou encore en matière d'économie, les banques éthiques. Expliquez-nous. Alors, donc les banques éthiques, pour reprendre cet exemple-là, donc l'idée c'est d'avoir des banques transparentes qui non seulement utilisent notre argent pour les mettre dans des projets sociaux, culturels ou écologiques, et en plus on sait ce qu'ils en font. Donc, je vais citer la Nef par exemple ou Terre de Liens, qui sont deux banques où quand on met notre épargne dessus, on nous demande clairement qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de votre argent pendant que vous n'êtes pas en train de l'utiliser. Si on appelle les grandes banques qu'on connaît tous, on n'aura pas de réponse sur ces questions-là, mais on sait très bien ce qu'ils sont en train d'en faire, c'est de les utiliser pour promouvoir des projets climaticides et surtout de l'énergie fossile. Et sur les coopératives en matière d'énergie? Les coopératives, on a un très bon exemple local, c'est Combraille Durable, qui est une coopérative qui installe des panneaux solaires sur le toit d'écoles et de collectivités. Et donc, au niveau local, pour l'instant, on a ça et on espère qu'il y aura d'autres choses qui vont se créer rapidement. Alors parlons un peu plus sur les élections européennes, avec cette éclaircie selon les derniers sondages pour Europe Écologie, qui donne les écologistes donc en tête des forces de gauche, 8,5% des intentions de vote. C'est de bon augure? Est-ce que vous serez sur une liste? Oui, bien sûr, c'est de bon augure. Enfin, d'abord, oui, je serai sur la liste. Ça a été validé hier par nos adhérents. Oui, bien sûr, c'est de très bon augure. Traditionnellement, les européennes qui sont une élection à une proportionnelle intégrale ont toujours été plus favorables aux écologistes, parce que là, on peut vraiment, sur une proportionnelle intégrale, s'exprimer sur ses idées. Il n'y a pas besoin d'avoir de jeu d'appareil entre faire des accords avec tel ou tel parti. Chacun vote sur le parti dont il préfère le projet. Et ensuite, c'est au niveau du Parlement européen, une fois que chacun est élu, que des majorités peuvent se former et que le travail se fait. Mais donc, en tout cas, oui, bien sûr, c'est de bon augure. Je pense que ça témoigne aussi du fait que les enjeux climatiques sont de plus en plus prégnants dans les problèmes dont la population se sent concernée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce rapprochement? C'est plus qu'un rapprochement entre Place Publique et le Parti Socialiste. Est-ce que cela ne coupe pas un peu aussi l'herbe sous le pied des écologistes d'Europe Écologie? Encore une division parmi les écologistes. Le but est aussi de répondre à l'urgence climatique à travers cette convergence. Alors honnêtement, ce n'est pas vraiment une division parmi les écologistes. Place Publique, c'est l'initiative de 2 ou 3 personnes qui... Mais qui pourrait attirer aussi des votes. Oui, bien sûr, mais ça après, Des écologistes. les citoyens décideront ce qu'ils ont envie en termes de lisibilité écologique, lisibilité idéologique, je veux dire, et programmatique. Aujourd'hui, Place Publique, ça a été lancé par 3 personnalités qui ont préféré, plutôt que de s'intégrer dans un collectif comme le Parti Europe Écologie Les Verts, qui travaille depuis longtemps sur ce sujet, faire leur propre structure. Et ensuite, ils veulent travailler avec tous les partis de gauche, alors que, y compris donc le Parti Socialiste, comme vous le disiez. Moi, je n'ai pas à juger si le Parti Socialiste, aujourd'hui, a fait ou pas sa révolution écologique, mais je sais que, personnellement, on n'est pas encore d'accord sur tout, et on n'est pas encore le même parti, on a des divergences. Et si Place Publique préfère travailler avec le PS en priorité, je pense que les électeurs sauront très bien si vraiment ils sont concernés par les enjeux environnementaux, climatiques et même sociaux. Ça sera eux qui choisiront. Et moi, je les encourage bien sûr à voter pour un parti qui a fait ses preuves depuis longtemps au niveau du Parlement européen. Coralie Giraudet, est-ce que les jeunes d'Alternativa sont concernés par les élections européennes?
Bien sûr qu'ils sont concernés. Enfin, je pense que tout le monde doit être concerné et tout le monde doit s'intéresser un petit peu à ce qui se passe. Malheureusement, c'est pas forcément des élections qui récoltent beaucoup d'implications et de votes. Et pourtant, ça va être décisif si on arrive justement à mettre du côté des décideurs des gens qui ont compris que la transition écologique, c'était la priorité. Est-ce que ce n'est pas là la limite justement d'un mouvement apolitique? À un moment donné, il faut bien se décider quand les questions écologiques seront posées sur la table lors de ces élections. Alors on est un mouvement apartisan et non pas Apartisan. apolitique, ce qui n'est pas la même chose. Donc apartisan, ça veut dire qu'on ne va pas dire qu'on est pour un candidat ou un parti en particulier. Mais par contre, on fait bien de la politique puisque on peut tout à fait décrypter les programmes qui vont être proposés. On peut proposer des mesures, nous, donc on est bien impliqués dans la politique. Europe Écologie Les Verts, on se souvient donc du coup d'éclat de François de Rugy, au jeune ministre, lorsqu'il avait quitté Europe Écologie Les Verts, en taxant le parti de dérive gauchisante. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire dérive gauchisante. Aujourd'hui, je ne sais pas en plus si, par exemple, dans toute la population, si quelqu'un est capable de donner la même définition de la droite et la gauche. Ce que je sais, c'est que nous, historiquement, donc c'est tout l'enjeu. On s'est toujours situé à gauche parce que la gauche porte la justice sociale, et on la porte aussi. Après, on ne porte pas que la justice sociale, on porte aussi très fortement tous les agents environnementaux. Et c'est pour ça qu'on est aussi quelque part un petit peu à part de cette ancienne structure qui se résumait à plus ou moins à droite ou plus ou moins à gauche. En tout cas, il nous traite peut-être de dérive gauchisante. Lui, clairement, il est sur une dérive très droitisante aujourd'hui. Bon, moi, j'ai pas envie de polémiquer sur ce genre de propos stériles qu'il a pu tenir. Sur une dernière question, soyez très bref, car nous arrivons au terme de l'émission. Selon vous, pour s'assurer justement que la démocratie respecte le choix des électeurs et les choix politiques qui serviront à sauvegarder la planète, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Wow, c'est difficile d'être bref sur une question comme ça. Non, absolument pas. La loi Pacte aujourd'hui en discussion parle d'un observatoire pour justement voir si ces politiques et si le fléchage des différents investissements est respecté. Vous pensez que ça peut être justement un moyen de contrôler que cette fiscalité écologique soit utilisée à bon escient, par exemple? Oui, c'est un outil intéressant pour voir effectivement comment est dépensé ensuite l'argent qui est prélevé. Une des grosses critiques qui a été faite à la fiscalité écologique, c'était qu'elle n'était pas réinvestie sur la transition écologique. Donc tous les outils qui vont nous permettre de faire un peu de la lisibilité sur ce qui en sera fait derrière sont très importants. Merci d'avoir participé à cette émission. Prochain rendez-vous avec Dimension Politique. Le 24 mars, ce sera un DEP Région Auvergne-Rhône-Alpes avec pour thème le 20e anniversaire de la catastrophe du Mont Blanc. Restez avec nous. Très bon dimanche.